Alors voilà le tout premier numéro de Mad Movies, le numéro original. Alors, Mad Movies est né précisément le 25 juin 1972. C'est parti à la fois d'un élan libertaire qu'on a pu connaître au début des années 70, quand dans l'après 68 on s'est aperçu qu'on pouvait prendre, sinon le pouvoir, tout du moins la parole, et que ce soit en littérature fantastique, que ce soit en bande dessinée, en contre-culture, en contre-information, en poésie, et moi c'était le cinéma, on pouvait délivrer comme ça sa parole et tirer un texte et le distribuer à tout venant le lendemain. C'était merveilleux cette prise de la pensée, du pouvoir. Et moi, j'ai fait ça un petit peu comme une carte de visite. C'était assez sommaire, il n'y a pas beaucoup de pages, c'était mal écrit, c'était mal reproduit à la Renault à main, c'est-à-dire qu'on donne un tour de manivelle, il sort une feuille, avec beaucoup d'encre qui tache tout, le tapis, les murs, le chien, enfin bon, etc. Parution en juin 72. Alors à l'époque, les photos étaient collées. Franchement, on n'aurait jamais pensé que ça serait devenu un jour une revue professionnelle. C'était même pas recto verso, pas en colonne, faute de frappe. Mais il fallait, c'était sans compter sur le fait que Jean-Pierre Putter, c'est un bosseur né. J'avais une technique très facile. Je faisais 2 nuits, c'est-à-dire je faisais une petite sieste et une courte nuit et je travaillais 7 ou 8 heures entre deux. C'est-à-dire qu'un jour m'en faisais 2. Et j'ai fait ça des années et des années parce que j'ai souvent exercé 3 métiers en même temps. Oliver Reed, voilà le 3, voilà le 4, voilà le 5, voilà le 6, Bruce Lee. J'étais content de délivrer, moi en tant que simple ouvrier, je revendique absolument pas ni une école de cinéma, ni le pseudo moindre intellectualisme. J'étais vraiment un spectateur de film comme les autres. C'est pour ça que je pouvais écrire sans démagogie à d'autres lecteurs et trouver une interactivité qui n'était pas condescendante. Parce que j'étais comme eux, exactement. Et je crois que c'est ça qui a fait le succès de Mad Movies, c'est que les gens se sont sentis chez eux, sans démagogie. Quand Mad Movies était encore à l'état de fanzine, même avec une couverture en 2 couleurs, l'Écran Fantastique était déjà une revue ultra professionnelle, donc c'était pas le même niveau. Mais l'esprit Mad Movies correspondait beaucoup plus à ce qu'on aimait que l'Écran Fantastique. Je voudrais pas ni relancer une querelle, mais je crois que l'Écran Fantastique, c'était le bon élève, très bien, et Mad Movies, c'était le cancre qui s'éclate, quoi. Et ça se ressentait dans les textes. Par exemple, moi je disais, Michael est un mec fauché qui va... ça devenait Michael, un jeune homme désargenté, dans l'Écran Fantastique. Il y avait une rigueur, mais... c'est son choix, et d'ailleurs il s'en défend et je le respecte. Mad Movies parlait du fantastique comme nous on en parlait, pour dire les choses clairement, c'est-à-dire que avec des calembours, en braillant, en défendant des films beaucoup plus transgressifs, en donnant beaucoup de documentation sur des films totalement nanaresques, mais qui nous faisaient rêver parce qu'on les avait jamais vus non plus, des films à grosses bébêtes, des choses comme ça, des films des années 50, 60, parce que Mad avait une collection, une documentation incroyable, mais ça venait justement d'un truc de collectionneur, ça se voyait, donc il y a aussi l'amour du genre. C'est-à-dire que Mad Movies, c'est une revue dans laquelle transpirait beaucoup plus l'amour du genre, y compris en faisant de l'humour sur le genre, que l'Écran Fantastique, qui était vraiment très collé-monté presque, comparativement. En province, pour accéder aux fanzines, c'était pas facile, c'est quelque chose d'assez parisien. Mais Mad Movies, quand à l'époque était fanzine, je ne sais pas pourquoi, se retrouvait chez un libraire de Jean Lépin. Et donc c'était vraiment un peu la course, parce qu'on était quand même plusieurs à être un peu comme ça branchés cinéma fantastique. Et donc c'était la surveillance permanente de la librairie, parce qu'il y avait 1 ou 2 ou 3 numéros maximum du fanzine qui arrivaient. Et c'était clair que le premier arrivé était celui qui pouvait choper le fameux fanzine. Donc c'est comme ça que j'ai découvert Mad Movies en fait. Mad Movies est sorti parmi d'autres parutions du même nom, du même genre,
Il y a eu Jonathan, par exemple, il y a eu Le Masque de la Méduse d'Alain Petit, il y a eu Peeping Tom de Michel Horto, il y a eu Cerbère de Gilles Dimand, et bon, je ne veux pas vous ennuyer avec ça, Skull Island de François Joyeux. Enfin, il faut savoir qu'il y en avait au moins une dizaine. Monster Beast a été créé en mars 1979. Monster Beast numéro 0, février 79. Un nouveau fanzine sur le cinéma bis et le cinéma fantastique est né. Horreur, épouvante, science-fiction, péplum, mystère, bande dessinée, aventure, tous ces genres au rendez-vous dans le nouveau fanzine Monster Beast. Voilà, numéro 0, c'était juste ça. J'ai été aussi un moment président de ciné-club dans ma ville, en province, et il y avait un petit bulletin, qui était polycopié, tout ça. Et puis, je l'avais amélioré, non pas au niveau littéraire, je n'ai pas cette prétention, parce qu'il y avait d'autres gens qui écrivaient, mais je l'ai amélioré au niveau présentation. Il y a eu une couverture avec une illustration, tout ça. Bon, il y a eu, je ne sais pas, 3-4 numéros. Et puis le vidéoclub a été dissous, tout ça. Donc ça m'a donné l'idée, quand j'ai vu les fanzines qui existaient, là, de faire pareil, voilà. Il a fait, donc c'est le numéro 13-14, 100 pages, un spécial robot. Et il a imprimé la couverture sur un papier métallisé. Enfin, métallisé, imitation métal, c'est pas mal, hein. Ça, c'était Il avait toujours des idées comme ça, Norbert. Chaque auteur est responsable de ses textes. Toute participation à ce fanzine est réglée par notre trésorier payeur, Monsieur B. Névol. Oui, c'était marrant tout ça. Quand on les lit aujourd'hui, avec un peu de recul, mais même à l'époque, c'était flagrant, il y avait parfois des débordés sur le cinéma dit classique. Enfin, je ne sais pas comment l'appeler d'ailleurs. Le cinéma d'auteur. Prenons les termes qu'utilisaient les fan-éditeurs. Eux, ils parlaient d'un cinéma d'auteur, mais avec une espèce de mépris finalement. Ils témoignaient sur le cinéma, disons, reconnu par la critique officielle. Il témoignait du même mépris que cette critique officielle témoignait à l'égard du cinéma bis. Donc là, il y a une espèce de... C'est pas un paradoxe, il y a une... C'est un peu idiot. C'est pas vraiment une idée de on est à part, on est contre les autres. Non, c'était juste, on avait juste envie de se rencontrer parce qu'on aimait la même chose, quoi. On connaissait la même chose et on aimait la même chose, on avait envie d'en parler, de s'engueuler sur des films, de partager, quoi. C'était vraiment ça, quoi. On s'est réunis, il y a une espèce, peut-être pas exagéré, mais il y a une espèce de petit esprit de famille autour de ça, quoi. On était dans la marge, mais sans lutter contre le système des films. On s'en foutait, quoi. En gros, on s'en foutait du cinéma français, on s'en foutait des gros machins de studio. Nous, ce qui nous intéressait, c'était Carpenter, c'était les Friedkin, c'était Argento et compagnie, quoi. Le reste, on s'en tapait total, quoi. Il parlait des filles pour un vampire, d'un tel Piero Regnoli, je crois. C'est tout de même meilleur que la notée de Michelangelo Antonioni ou que tous ces films idiots réalisés par Fellini et tous les Godard réunis et tout ça. C'était comme ça n'était absolument pas étayé par un quelconque raisonnement, c'était des espèces d'incantations comme ça. Tout d'un coup, il y avait une volonté de taper d'une façon violente et aveugle sur un cinéma reconnu par une critique officielle. C'est assez infantile. C'était uniquement sur le cinéma bis. Bon, j'allais pas traiter de films intello, de Godard ou de gens comme ça, ou de Fellini. Il y avait les cahiers du cinéma, il y avait tout ça, puis c'était pas du tout mon trip. Donc je me suis attaché à faire des sujets un peu plus marrants, qui étaient dans ma mouvance. Ils n'avaient pas cette vocation d'être critiques de cinéma. Eux, ce qu'ils voulaient, c'était parler de ce qu'ils aiment, comme lorsqu'on dit à une femme, à quelqu'un, une femme, un homme, je ne sais pas, on dit je vous aime. On ne va pas se lancer dans une théorie pour expliquer pourquoi on vous aime. Donc avec le cinéma, c'était la même chose. Tu ouvrais Cinézine Zone ou Monster Beast, c'était à toutes les pages, c'était je vous aime, je vous aime, je vous aime. Vous êtes magnifique.
C'était beaucoup moins critique finalement. Les gens étaient, tu vois, plus enjoués, plus directs par rapport à partir du moment où c'était fantastique. Et moi, je me souviens, bon après, il y a des films qu'on aimait plus ou moins, hein, mais c'était toujours un plaisir. On se posait pas vraiment, on avait bien le ressenti d'un film à tout petit budget européen par rapport à une grosse production américaine, tu vois, mais c'était le même plaisir d'aller voir en exclusivité un film fantastique quel qu'il soit, quoi. Il y avait 2 festivals. Il y avait Avoriaz. Et ça, c'était le festival classe. Celui dans la belle station de ski. Bon. Et puis le festival du Rex, qui était sur les grands boulevards, donc à Paris. Donc évidemment, pas le même public, pas la même ambiance du tout, pas la même conception même du fantastique. Oui, à peu près en 75-76, il y a eu plusieurs années au Palais des Congrès, et ensuite au Rex, où il est resté de nombreuses années cette fois-ci. Je crois que c'est 75 ou 76, je vais au Palais des Congrès, et la salle, 4000 places, remplie, plus grand que le Rex, hein, remplie. Et Schlockhoff arrive sur scène et dit, bah voilà, avant-première, La chair du diable, Crève une flèche, il n'y a pas encore de distributeur, mais on espère que le film va sortir. D'ailleurs, nous avons la joie de recevoir l'acteur principal du film, Christopher Lee. Je savais pas. Non. Je suis rentré chez mes parents, je dis j'ai vu Dieu. J'étais dingue. Et le festival continuait, donc mais c'était le soir, j'étais chez mes parents, j'avais l'école et tout. Et mon père m'a dit mais si tu veux un soir, le festival durait encore toute la semaine, le vendredi ou le samedi soir, je t'emmène voir un film là-bas. Ah, il y a 2 films, papa, ouais, programme et tout, bah, je t'emmène voir les 2, on y va ensemble. Oh, génial, génial. On y va, et là, le double programme de la mort qui tue, à l'époque, t'imagines, la folie. Burnt Offerings de Dan Curtis, donc un des plus grands films d'épouvante jamais fait, qui a même inspiré Shining, entre guillemets, et le Baby Cart, l'enfant massacre. Donc à l'époque, le film le plus gore que j'avais jamais vu de ma vie. J'étais fou en sortant, mais fou. On peut pas imaginer, parce qu'aujourd'hui, tout est disponible, il y a le DVD, tu veux voir un film, tu l'as, tu le télécharges, tout est là. Mais à l'époque, tu voyais ça, tu savais pas d'où ça sortait, il n'y avait aucune revue pour t'indiquer ce que c'était, tu avais juste le programme avec 3 lignes. Tous ces gens-là allaient évidemment au Festival du Rex, ça c'était le rendez-vous annuel, quoi. Donc, là, tout le monde allait, où la salle était pleine à craquer, et des tas de gens ne pouvaient pas y entrer pour certaines séances même, et c'est là qu'on se retrouvait tous. Le festival de Schlockhoff, le festival international de Paris du film fantastique et de science-fiction, parce que Schlockhoff aimait beaucoup les trucs à rallonge, donc ce qu'on appelle maintenant le festival du Rex. Quand il est installé au Rex, ça a été vraiment un événement à Paris. Ça a drainé rapidement une foule assez immense. Pour un film comme Le Zombie de Romero, sa première française à l'époque, bien avant qu'il sorte, puisqu'il a été interdit ensuite, tu avais, la salle était pleine à craquer, 2500 personnes, et tu as au moins de mémoire 1500 personnes qui sont restées dehors, qui n'ont pas pu entrer, quoi. Donc quand tu compares maintenant festival aux soirées et autres, ça représente quand même beaucoup de gens, quoi. Donc c'était le rendez-vous, à la fois pour les fans, mais aussi, mais ça allait au-delà, quoi. Tu avais plein de gens qui venaient là pour s'amuser, et c'était leur défouloir annuel. Le Festival du Fantastique de Paris, c'est là où les passionnés se retrouvaient, bien évidemment. C'était, j'ai envie de te dire, la grande messe du genre annuelle, quoi. Ça c'est clair. J'ai connu la mémorable année, je crois que c'était 79, où il y avait l'enfer des zombies, c'était le délire. Je me rappelle de 1982 avec Evil Dead et Sam Raimi qui était présent, qui était venu boire un coup à la brasserie en face du Rex et tout avec nous. Il y avait 3 catégories de spectateurs au Rex. Il y avait ce qu'on appelle la ménagerie, c'est ceux qui allaient au balcon et qui achetaient les billets à l'unité pour une soirée. Il y avait les invités qui étaient au premier balcon, et à l'orchestre, c'est les abonnés. Alors les abonnés, on avait une file d'attente spécifique. L'achat à la séance, c'était de l'autre côté de la caisse. Et puis les invités, c'était au milieu. Bon. Donc forcément, comme en plus il fallait arriver longtemps en avance au Festival du Rex pour se mettre dans la zone de sécurité. La zone de sécurité, c'est parce que depuis le balcon, on recevait toutes sortes de projectiles. Que la ménagerie, comme on l'appelait, ceux du deuxième balcon, balançaient joyeusement sur ceux qu'ils considéraient comme étant des privilégiés, parce qu'ils pensaient que nous, au rez-de-chaussée, comme on avait l'entrée particulière, on était les invités. Alors non, on était les abonnés, mais bon, avant de comprendre ça, c'était compliqué. Donc il fallait arriver de bonne heure pour se mettre dans la zone de sécurité, c'est-à-dire en dessous du balcon, là où on ne pouvait rien prendre sur la tête. On arrivait pour voir la séance d'avant
le festival. Donc il y avait toujours un film fantastique qui mettait la journée. Et après, il y avait le festival le soir. Nous, on allait voir la dernière séance, donc la séance de 17h ou 16h, je ne sais plus, au Rex. Et on restait dans la salle avec nos tickets et on réservait une rangée entière pour tous les potes qui attendaient dehors. Et comme ça, on s'est tapé, moi je me suis tapé 5-6 fois Le Silence qui tue, une merde. Je me suis tapé 6 fois Condorman, des trucs comme ça, juste pour pouvoir garder des places. Tu vois. Donc, à force de l'arrivée de bonheur dans cet endroit-là, bien sûr, les rencontres ont commencé à se faire. Mais par exemple, mon premier Ciné-Zine Zone, je l'ai acheté à Pierre Charles qui le vendait dans la file d'attente des abonnés. Voilà, un peu comment ça se faisait. On parle de ça en 78 ou 79, quoi, à peu près. À l'Entracte, dans le hall du Grand Rex, il y avait des tréteaux, comme il y a dans beaucoup de festivals, des mecs avec des gens qui vendaient des revues, des bouquins, etc., etc. Et moi, j'achetais à l'époque l'Écran Fantastique, qui était un petit format carré à l'époque. Et je vois sur ce tréteau Mad Movie numéro 11. Et qui était donc un fanzine à l'époque. Seulement, moi, je ne savais pas du tout ce que c'était qu'un fanzine. Je ne savais pas que ça existait. Donc moi, j'achetais l'écran, qui était une revue, j'achetais en kiosque, et je ne savais pas. Donc je vois ça, et je dis « Oh, une autre revue de cinéma fantastique, génial !» Et tout, et je le prends, et je vois que c'était... je dis « Ah, c'est bizarre, c'est pas comme une revue normale, on dirait que c'était renéotypé ou photocopié, je ne sais plus. Il n'y avait pas de photocouleur, il y avait juste des encarts photos au milieu du canard en noir et blanc. Il ne faut pas oublier que là, on parle à la fin des années 70 jusqu'au début des années 80. Mitterrand, c'est 81. L'assouplissement de la censure, ça date de là. Le Festival du Rex, c'était aussi l'occasion de voir des films non coupés. Certains films de Fulci sont sortis en salle, il en manquait un quart d'heure. Ça paraît une autre planète quand on voit ça aujourd'hui, mais c'était la réalité. On a rêvé pendant presque une génération de spectateurs d'une fameuse version intégrale des Frissons de l'angoisse, avant de comprendre qu'en fait il y avait deux montages différents, mais la version qu'on connaissait c'était un montage court de la version courte avec en plus les effets gore en moins, autrement dit il n'en restait plus rien. Et ça c'était fait soit par les distributeurs pour éviter des interdictions aux mineurs, ou, alors quand la loi X est arrivée, c'était encore pire, puisque Massacre à la tronçonneuse, Zombie, Mad Max ont été purement et simplement interdits de sortie. Par contre, dans un festival, il n'y a pas le problème du visa. Donc, au Festival du Rex, on les voyait, ces fameux films. Alors, évidemment, c'était aussi c'est ça qui faisait le prix du festival. Chokov, par exemple, l'a toujours programmé au Rex, mais presque à contre-cœur, ça se voyait. Lucio Fulci, le cinéma gore, ça, il le passait au Rex. Ça faisait des triomphes au Rex, mais en même temps, il les passait en se bouchant le nez. Ça se voyait dans ses déclarations. Une fois, pour un Fulci, le jury du Festival du Rex a refusé de donner le prix à un film de Fulci au nom de la dignité humaine. Enfin, une connerie dans ce genre-là, et avec l'aval du festival. Donc voilà, c'était complètement paradoxal, parce que les films qui cartonnaient au Rex n'étaient pas du tout les films qui étaient les préférés de l'écran fantastique. Ce qui fait que, grosso modo, le public du Festival du Rex était beaucoup plus dans l'esprit Mad Movies que dans celui de l'écran fantastique. Alors de là à dire que l'écran fantastique c'était une revue de droite et Mad Movies la revue de gauche, c'est peut-être pas aussi fort que ça, mais en tout cas peut-être que l'écran c'était une revue de type conservateur et que Mad Movies était beaucoup plus libertaire, progressiste, quoi. Ça c'est sûr.